Au fil de son évolution, l'humain a trouvé de maintes façons de communiquer dans le but de faciliter sa vie. Des langues au dessin, à la musique, de nouveaux moyens émergent tous les jours. Un de ces moyens est la radiocommunication. Effectivement, la radiocommunication est un moyen de communiquer avec une histoire et un fonctionnement complexe qui a son lot d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Bonjour à tous et bienvenue sur le meilleur poste de radio 91-19. Aujourd'hui, nous accueillons un invité très inspirant sur la scène éducative que je présente, Jamy Gourmand. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Si cela ne te dérange pas, Jamy, j'aimerais donner un contexte à nos auditeurs sur la radiocommunication en donnant un bref historique de celle-ci. Très bonne idée, je te laisse la parole. Notre histoire débute vers la fin du 19e siècle. Plusieurs scientifiques partout sur le globe tentent de se départir des fils pour faire des communications sur longue distance. Ceux-ci conjecturent sur la possibilité d'utiliser des ondes électromagnétiques comme signaux longue distance. Le premier d'entre eux à faire cette découverte significative fut l'Italien Marconi, un ingénieur. Lorsqu'il réussit à envoyer en 1895 plusieurs ondes consécutives à travers l'océan Atlantique, c'est le début de l'ère du sans-fil. Bien sûr, cette découverte est le résultat du travail de Nikola Tesla, Thomas Edison, Heinrich Hertz, qui a prouvé le fonctionnement des ondes électromagnétiques. Théorie émise par un scientifique du nom de Maxwell, après sa découverte de la nature électromagnétique de la lumière. Les premières radios incapables de transmettre la voix utilisaient une série de sons créés par le passage du courant dans un appareil à code Morse. Cela s'appelait la TSF, télégraphie sans fil. Par contre, en 1906, Reginald Aubrey Fassenden, un inventeur canadien, réussit à transmettre les premières ondes radio pouvant être traduites en une voix ou une musique. Je vois donc que la radio est le résultat des recherches de plusieurs personnes au fil du temps. Voyons maintenant quelles sont les découvertes de ces grands savants. L'audience est toute oui, Jamy. Avant de parler du fonctionnement de la radiocommunication, voyons ce qu'est une onde radio. Pour transmettre de l'information, un radiotransmetteur utilise des ondes électromagnétiques de fréquence allant de 3 kHz à 3000 GHz. Pour information, les Hertz sont une unité utilisée pour mesurer la quantité d'événements en une seconde. L'événement est ainsi la montée et la descente des électrons dues à leur variation d'énergie. À noter que ces variations sont constantes dans l'onde si les paramètres ne sont pas changés. Ces ondes, communément appelées ondes radio, sont les ondes électromagnétiques ayant les plus grandes longueurs d'onde. Pour les moins connaisseurs, une longueur d'onde est la distance requise à une onde pour faire un cycle complet, par exemple de sommet à sommet. Pour ce qui est des ondes radio, elles peuvent avoir une longueur de la taille d'un ballon de football jusqu'à plus grand que le diamètre de la Terre. Une chance qu'elles sont inoffensives, parce que ces ondes sont partout. Nous sommes même capables d'en envoyer dans l'espace. Eh oui, car les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de milieu pour se propager. Maintenant que nous avons saisi le concept d'une onde électromagnétique, comment pouvons-nous en produire une? Pour cela, il nous faut un courant électrique variable. En effet, comme dans un fil électrique, le courant produit une onde électromagnétique. Cette découverte est le fruit du travail d'Heinrich Hertz, lorsque celui-ci frotta un éclateur électrique alimenté par un courant sur une bobine à induction. La surface rugueuse et conductive de la bobine créa au contact de l'éclateur des ondes parasites comme celle-ci, qui fut captée ensuite par son récepteur de fortune. Cela est dû au changement de courant en l'activant et l'interrompant, qui crée des ondes électromagnétiques variables qui ont ensuite pu être captées par le récepteur. Ce que Hertz venait de créer, c'était un émetteur. Il en existe de plusieurs types. Les premiers émetteurs à étincelles, comme Hertz, aux antennes filaires dipolaires d'aujourd'hui. Constituée de deux tiges métalliques alimentées symétriquement, mais opposées, cette antenne a l'avantage d'être réversible, ce qui signifie qu'elle peut être autant émetteur que récepteur. Dans une antenne émettrice, le même processus que l'expérience de Hertz se produit.
Seule différence étant que ce n'est pas en interrompant et en alimentant le courant qu'on varie l'onde, mais bien en le changeant de direction. La très grande majorité de nos antennes utilisent le courant alternatif à cause de sa caractéristique principale, son oscillation. Puisque celui-ci peut osciller dans les deux sens de son énergie, les électrons de l'antenne peuvent osciller à différentes hautes fréquences et amplitudes, selon la puissance du courant, ce qui crée une série d'ondes radio uniques à chacune, pouvant être ensuite captées. Mais avec ce processus, on peut seulement transmettre des sons comme du code Morse. Pourtant, on est capable de transmettre d'autres informations. On le fait en ce moment même. Pour ce qui est de transporter de l'information, comme la voix ou la musique, il faut moduler ce courant alternatif haute fréquence au même rythme que le courant basse fréquence qu'engendre notre voix lorsqu'elle est captée par le micro. Pour le faire, un appareil appelé modulateur utilise l'onde haute fréquence, appelée onde porteuse, et la fait osciller sous son amplitude au même rythme que l'onde basse fréquence, dans ce cas-ci l'information. Cela permet de réduire la taille des circuits des antennes, et donc aussi leur taille. Et les récepteurs, eux, est-ce que c'est ce processus, mais inversé? Exactement, Martin. Avec autant de composantes, il doit y avoir son lot d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Par exemple, les radios ont besoin de beaucoup de courant électrique pour fonctionner. Dû à la grande capacité du réseau de communication d'aujourd'hui, une bonne partie de notre électricité est consacrée seulement pour la maintenir. Selon une étude de ETS, 60 à 80% du courant utilisé par le réseau mobile de communication est utilisé par les antennes du RAN, un système de communication utilisant des ondes radio et des ondes micro-ondes, une source catégorique d'ondes radio. Bien sûr, il existe des radios rechargeables à piles, mais celles-ci doivent être rechargées ou changées. De plus, leurs piles font de la pollution lorsqu'elles sont créées ou jetées. Cela ne règle en rien le problème principal, soit la consommation astronomique des antennes et des serveurs radio, qui sont alimentés en tout temps. Leur consommation génère de la pollution si la source d'électricité n'est pas verte. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir du courant à plus de 90% vert comme au Québec. Un autre inconvénient est la capacité limitée de la radio. Encore aujourd'hui, aucun format de radio est toujours fiable. Les ondes AM ont une portée plus longue que les autres formats due à la constance de leur fréquence. Par contre, celle-ci offre un son de qualité inférieure et est très sensible aux ondes électromagnétiques environnantes, comme les lignes électriques ou les perturbations atmosphériques. Le format le plus récent, les ondes FM, ont une meilleure qualité sonore et sont moins sensibles aux ondes parasites environnantes, grâce à leur très haute fréquence. Par contre, leur haute fréquence leur offre une portée moindre, ce qui rend la communication à distance et nécessite plus d'antennes relais, qui agissent comme récepteurs et émetteurs pour prolonger l'onde. Finalement, d'autres formats sont disponibles, comme la radio DAV, qui offre entre deux parfaits, l'AM et FM, tout en ayant une meilleure qualité sonore. La radio Internet existe aujourd'hui. Comme son nom l'indique, elle sert des ondes radio et micro-ondes de l'Internet pour communiquer. Malheureusement, ces formats nécessitent leur propre réseau d'antennes et de serveurs, ce qui fait qu'amplifier le problème énergétique mentionné plus tôt. Aïe, il y a beaucoup d'impacts négatifs à utiliser la radio, à ce que je vois. Mais ne t'en fais pas, Jamy. Il y a aussi des impacts positifs à utiliser ce moyen de communication. Par exemple, les antennes filaires dispolaires, soit le modèle le plus courant, sont réversibles. Cela signifie qu'une antenne peut faire le travail de deux dans un réseau, au lieu d'en avoir à chaque maison ou station radio une antenne émettrice et une réceptrice. Une seule peut faire le travail tant que celle-ci n'est pas trop sollicitée. Aussi, la radio, en général, a permis au cours du dernier siècle de rassembler l'humanité et enfin faire tomber les séparations que la nature nous a imposées, en passant au-delà des mers, des montagnes, des continents, pour pouvoir se communiquer. Elle a permis à différents peuples de connaître la culture de leurs voisines, sans même avoir à se déplacer. De plus, elle fut l'ancêtre de l'Internet et permis de découvrir les micro-ondes, qui sont aujourd'hui la base de notre société. Pour conclure notre explication,
j'aimerais mentionner que la radio, ayant une longue histoire, a un fonctionnement qui a son lot d'avantages et d'inconvénients. Dans le futur, pensez-vous, chers auditeurs, que la radio va prendre une place encore plus importante qu'elle n'en a aujourd'hui?